Le rire provenant de la chambre n'était pas le mien. Je restais figé dans mon couloir, les sacs de course lourds dans les mains, écoutant la voix de mon mari se mêler au rire d'une autre femme. J'avais toujours mes clés dans la main, encore chaudes après avoir été dehors dans la chaleur estivale. J'étais rentré tôt pour lui faire la surprise de son plat préféré. Mais c'est moi qui étais surprise. « James ?» ai-je crié, la voix tremblante malgré mes efforts pour paraître normal. Les rires cessèrent. Un silence complet emplit la maison comme une épaisse fumée. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Les sacs de course me glissaient des mains et les pommes roulaient sur le parquet. Chaque pomme faisait un bruit sourd en touchant le sol, comme de petites bombes explosant dans le silence. « Chérie, tu rentres tôt ?» dit James d'en haut. Il semblait nerveux, contrairement à son ton habituel et confiant. Je reconnaissais la voix qui lui avait parlé plus tôt. C'était Sandra Mills, la femme de son patron. La même Sandra qui avait été si gentille avec moi lors des fêtes d'entreprise, me posant toujours des questions sur mon travail à la bibliothèque locale, me complimentant constamment sur ma coiffure ou ma tenue. La même Sandra qui nous avait invités à dîner le mois dernier, assise en face de son mari Robert et me souriant comme si nous étions les meilleurs amis du monde. J'avais l'impression que mes jambes étaient faites d'eau. J'ai attrapé la rampe et me suis hissé, une marche après l'autre. Chaque pas me donnait l'impression de marcher dans la boue. La maison me semblait soudain trop grande, trop silencieuse, à l'exception du bruit de ma respiration et de mes pas dans l'escalier. Je suis sorti tôt du travail, j'ai réussi à grimper sans bouger. Je me suis dit que je ferais ce plat de pâtes que tu aimes. Encore du silence. Puis j'ai entendu des mouvements brusques dans notre chambre, des pieds heurtant le sol, des tiroirs de commode s'ouvrant et se fermant. Le bruit de murmures étouffés. Mon estomac s'est noué si fort que j'ai cru vomir, là, dans l'escalier. Arrivé en haut, James se tenait sur le seuil de notre chambre. Sa chemise était froissée, ses cheveux en bataille. Derrière lui, je voyais Sandra assise au bord du lit, lissant sa jupe d'une main tremblante. Notre lit. Le lit où James et moi nous étions promis, il y a 5 ans, de rester à jamais. Ce n'est pas ce que ça donne, dit James en se passant la main dans les cheveux. Mais c'était exactement ce que je croyais. Sandra ne pouvait pas soutenir mon regard. Elle fixait ses mains, le visage rouge de honte. La pièce sentait son parfum, un parfum floral et onctueux qui me démangeait le nez. C'était le même qu'elle portait toujours aux événements d'entreprise, celui pour lequel je l'avais même complimenté un jour. Alors, qu'est-ce que c'est ? Demandai-je, surprise par le calme de ma voix. À l'intérieur, j'avais l'impression de tomber dans un trou profond et sans fond. James ouvrit la bouche, puis la referma. Il ressemblait à un poisson haletant. Sandra se leva enfin et attrapa son sac à main sur la table de nuit. Cette même table où je gardais une photo de James et moi, prise lors de notre lune de miel. « Je devrais y aller », murmura enfin Sandra en me regardant. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais je ne pouvais pas la plaindre. Surtout quand elle était dans ma chambre, chez moi, après avoir passé du temps avec mon mari. « Si, et tu devrais », ai-je dit. Elle est passée devant moi sans rien ajouter. J'ai entendu ses pas descendre l'escalier, la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. Sa voiture a démarré dans l'allée, puis elle est partie, ne laissant derrière elle que l'odeur de son parfum et le bruit de mon monde qui s'écroulait. James et moi étions là, à nous regarder. 5 ans de mariage, 3 ans de relation avant cela, et voilà où nous en étions. Lui avec sa chemise froissée et son air coupable, moi avec mon cœur brisé en morceaux que je n'étais pas sûr de pouvoir un jour remettre ensemble. « Combien de temps ?» demandai-je. Il s'assit lourdement sur le lit, comme s'il portait quelque chose de trop lourd pour ses épaules. 3 mois. Pendant 3 mois, je faisais des heures supplémentaires à la bibliothèque pour économiser de l'argent pour notre voyage d'anniversaire. J'organisais des dîners surprises et je choisissais des cadeaux pour lui. Pendant que je parlais à ma sœur d'essayer d'avoir un bébé bientôt, j'ai passé 3 mois à mentir, à me faufiler discrètement et à faire comme si tout était normal. Pourquoi ? Le mot est sorti à peine comme un murmure. Je ne sais pas, dit-il, ce qui était probablement la pire réponse qu'il pouvait me donner. C'est arrivé comme ça. Ce genre de choses n'arrive pas comme ça. Les gens font des choix. Ils décident de mentir, de se faufiler et de blesser ceux qui les aiment le plus. Ils décident que leurs promesses n'ont plus d'importance. Je me suis dirigé vers notre commode et je me suis regardé dans le miroir. J'avais la même peau foncée, les mêmes yeux marrons, le même visage que ce matin, quand je l'avais embrassé pour lui dire au revoir que je l'aimais. Mais d'une certaine manière, je me sentais complètement différente.
La femme qui était partie travailler ce matin était mariée, heureuse et avait planifié un avenir avec l'homme qu'elle aimait. La femme qui me regardait dans le miroir n'était rien de tout cela. Je vais rester chez ma sœur ce soir, ai-je dit. On devrait en parler, dit James. On peut régler ça. Je me suis retourné pour le regarder. Il était toujours assis sur notre lit, celui où il était avec une autre femme quelques minutes plus tôt. Son visage était plein d'espoir, comme s'il croyait vraiment qu'on pourrait s'en sortir par la parole. Surmonter quoi? Tu couches avec la femme de ton patron dans notre lit? Tu me mens depuis 3 mois? Tu me ridiculises à chaque fête d'entreprise pendant que toi et Sandra vous échangez des regards secrets? Il tressaillit comme si je l'avais frappé. Peut-être que mes mots ont été plus percutants que je ne le pensais. J'ai fait une erreur, dit-il. Une erreur, c'est d'oublier d'acheter du lait au supermarché. C'était un choix. Beaucoup de choix. J'ai pris quelques vêtements dans la commode et les ai mis dans un sac. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à fermer la fermeture éclair. James était assis là, à me regarder, sans rien ajouter. Que pouvais-je dire d'autre? En me dirigeant vers la porte de la chambre, je me suis arrêté et je l'ai regardé une dernière fois. Cet homme que j'ai aimé pendant 8 ans, avec qui j'avais prévu de vieillir, à qui j'avais confié tout ce que j'avais. Les sacs de course sont par terre en bas, ai-je dit. Il y a de la glace dedans. Il est probablement en train de fondre. Puis je l'ai laissé là et je suis sorti de la maison que nous avions achetée ensemble, de la vie que nous avions construite ensemble, de tout ce que je croyais savoir sur l'amour, la confiance et l'éternité. La maison de ma sœur sentait la bougie à la vanille et le talc. Elle a ouvert la porte en pyjama, m'a regardé et m'a entraîné à l'intérieur sans poser de questions. C'est ça, les sœurs. Elles savent quand ton monde s'effondre rien qu'en te regardant. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda-t-elle en prenant mon sac et en m'emmenant sur son canapé. James Mitran. Ces mots me semblaient étranges, comme si je parlais de la vie de quelqu'un d'autre. Avec Sandra Mills, la femme de son patron. Elle s'est assise à côté de moi et m'a pris dans ses bras. Je n'avais pas encore pleuré, je ne m'étais laissé aller à rien d'autre qu'à la stupeur et à la colère. Mais assise là, sur son canapé moelleux, entourée de photos de ses enfants et de la vie qu'elle avait construite, tout m'a frappé d'un coup. J'ai pleuré jusqu'à en avoir mal à la gorge et les yeux gonflés. J'ai pleuré pour les 8 années que j'avais données à James, pour l'avenir que j'avais planifié avec lui, pour la confiance brisée et irréparable. Ma sœur m'a serré dans ses bras sans rien dire, me laissant m'effondrer dans son salon pendant que ses enfants dormaient à l'étage. Je suis tellement bête, ai-je fini par dire quand mes larmes ont cessé de couler. Non, tu ne le es pas. Tu es loyal et confiant, et c'est une bonne chose. C'est James qui a tout gâché, pas toi. Mais je me sentais stupide. Stupide de ne pas avoir vu les signes, de ne pas avoir cru à ces histoires de travail tardif, de ne pas avoir remarqué qu'il s'habillait mieux pour le travail, qu'il était distant ces derniers temps, qu'il semblait toujours avoir son téléphone sur lui maintenant. « Qu'est-ce que tu vas faire » demanda-t-elle. Je ne sais pas. C'était la vérité. Je n'avais jamais pensé à ce que je ferais si James me trompait, parce que je n'aurais jamais cru qu'il le ferait. Nous avons eu des problèmes comme tous les couples, mais je pensais que nous étions solides. Je pensais que nous étions le genre de couple capable de surmonter n'importe quelle épreuve. J'ai passé les 3 jours suivants chez ma sœur, à appeler pour dire que j'étais malade au travail et à essayer de trouver une solution à ma situation. James m'appelait et m'envoyait constamment des SMS, me suppliant de rentrer pour qu'on puisse discuter. J'ignorais tout. Je n'étais pas prête à parler. Je n'étais pas prête à l'écouter m'expliquer pourquoi il avait gâché notre mariage pour quelqu'un d'autre. Jeudi matin, ma sœur est partie travailler et m'a laissé seule avec mes pensées et mon café. J'étais assise à sa table de cuisine, regardant par la fenêtre le jardin de son voisin, quand mon téléphone a sonné. Cette fois, ce n'était pas James. C'était Robert Mills, son patron. Le mari de Sandra. Je fixais son nom sur l'écran de mon téléphone, me demandant si je devais répondre. Que pouvait-il bien vouloir me dire? Savait-il ce que sa femme avait fait? M'appelait-il pour me reprocher, comme si c'était ma faute si je ne rendais pas mon mari heureux? Finalement, j'ai répondu. Bonjour. Je suis Robert Mills. Le patron de James. Je me demandais si je pouvais vous parler. Sa voix semblait fatiguée, plus vieille que dans mes souvenirs des fêtes d'entreprise. D'habitude, il était fort et sûr de lui, racontant toujours des histoires et faisant rire les gens. Maintenant, on aurait dit qu'on lui avait ôté toute son énergie. Je ne sais pas trop de quoi on doit parler, ai-je dit. J'ai découvert pour James et Sandra. Les mots restaient en suspens entre nous, alors il savait.
Sa femme le trompait avec mon mari, et maintenant, nous devions tous les deux nous remettre sur pied de mariage que nous croyions solide. Je suis désolé, ai-je dit, car je ne savais pas quoi dire d'autre. Je suis désolé aussi. Pour nous deux. Il y eut un moment de silence. Je l'entendais respirer à l'autre bout du fil, cherchant probablement quoi dire. Ce n'était pas vraiment une conversation normale pour nous deux. Je me demandais si tu accepterais de prendre un café avec moi, dit-il. Je pense que nous méritons tous les deux de connaître toute la vérité sur ce qui se passe. Je n'étais pas sûr de vouloir connaître toute la vérité. J'en savais déjà assez pour comprendre que mon mariage était terminé. Avais-je vraiment besoin de plus de détails sur la façon dont James et Sandra nous avaient menti à tous les deux? Mais assise seule dans la cuisine de ma sœur, j'ai réalisé que je voulais savoir. Je voulais comprendre comment c'était arrivé, comment deux personnes en qui j'avais confiance avaient pu me mentir en face pendant 3 mois. Peut-être que Robert avait des réponses que je n'avais pas. D'accord, ai-je dit. Quand? Cet après-midi? Il y a un café sur Main Street qui s'appelle The Daily Grain. Vous le connaissez? Je le connaissais. C'était un endroit calme avec de petites tables et du bon café, le genre d'endroit où l'on pouvait avoir une conversation privée sans craindre d'être entendu. Je serai là à 14 heures. Merci, dit-il. Je sais que c'est dur pour nous deux. Après avoir raccroché, je me suis demandé dans quoi je m'embarquais. Rencontrer Robert me semblait une décision raisonnable. Nous étions tous deux victimes de cette situation, tous deux trahis par des êtres chers. Mais quelque chose dans sa voix, une pointe de fatigue, de tristesse et peut-être un peu de colère, me rendait nerveuse. J'ai passé le reste de la matinée à me préparer, essayant de paraître normal, même si je me sentais tout sauf normal. J'ai choisi une robe simple, rien de trop sophistiqué, mais suffisamment professionnel pour rencontrer le patron de James. Je me suis maquillé pour masquer les poches sous mes yeux à force de pleurer et de ne pas dormir. À 2 heures précises, je suis entré au Daily Grain. Robert était déjà là, assis à une table dans un coin, 2 tasses de café devant lui. Il avait l'air différent de celui des soirées d'entreprise, plus âgé, plus sérieux. Ses cheveux, habituellement impeccables, étaient en bataille et son costume coûteux était froissé, comme s'il avait dormi dedans. « Merci d'être venu, » dit-il tandis que je m'asseyais en face de lui. Il m'avait commandé un latte, le genre de café avec une mousse artistique sur le dessus, comme je le prenais toujours quand James et moi venions ici ensemble. Ça me semblait étrange qu'il sache ce que j'aime boire, mais je me suis souvenu de toutes ces fêtes d'entreprise où les conjoints se retrouvaient pour discuter de choses et d'autres. « Comment l'as-tu découvert » ai-je demandé. Il a ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Sandra a laissé son téléphone à la maison hier. Elle ne le laisse jamais nulle part. Il n'arrêtait pas de bourdonner de SMS, alors j'ai regardé. Il a pris une gorgée de son café et a fait la grimace, comme si c'était amer. 3 mois de et James. Tout. Mon estomac se tordait. Les SMS montraient que ce n'était pas que physique. Ils avaient parlé, planifié, partagé des choses qu'ils auraient dû partager avec nous. Je suis désolé, ai-je répété. 22 ans de mariage. A-t-il dit en regardant par la fenêtre. 3 enfants. Une maison, une vie, tout ce que nous avons construit ensemble. Et elle a tout laissé tomber, pourquoi? L'excitation, quelque chose de nouveau. Je n'avais pas de réponse à cette question. Je me posais la même question à propos de James. Nous avions une belle vie ensemble, du moins je le croyais. Nous avons ri ensemble, parlé de nos rêves, nous sommes soutenus dans les moments difficiles. Pourquoi cela n'a-t-il pas suffi? Que vas-tu faire? Ai-je demandé. J'ai déjà demandé le divorce ce matin. Mon avocat s'occupe de tout. Il m'a regardé avec des yeux fatigués. Et vous? Je ne sais pas encore. Je reste chez ma sœur le temps de réfléchir. Nous sommes restés assis là, à boire notre café, sans parler pendant un moment. Le café était bondé. La foule de l'après-midi, des gens buvant un verre avant de retourner au travail, des étudiants sur leurs ordinateurs, des couples partageant des viennoiseries et discutant tranquillement. La vie des autres semblait si normale, si simple. Il y a autre chose, dit finalement Robert. Je levai les yeux vers lui. Son expression avait changé, elle était devenue plus sérieuse. Depuis que j'ai appris la nouvelle, je réfléchis à ce que je veux faire ensuite, à la vie que je veux construire après ce désastre. J'ai attendu qu'il poursuive, incertaine de la direction que prenait cette conversation. Je sais que ça peut paraître fou et que le moment est mal choisi, mais j'ai une proposition à te faire. Sa façon de formuler cette proposition a fait battre mon cœur plus vite.
Cette conversation prenait une tournure inattendue. Quel genre de proposition? Il se pencha en avant, les mains autour de sa tasse de café. Épouse-moi. Le silence s'est installé autour de nous. Je voyais la bouche de Robert bouger, mais il a fallu quelques secondes pour que ces mots prennent sens dans mon esprit. Je suis désolé, qu'as-tu dit? Je sais que ça a l'air faux, a-t-il dit rapidement. Mais écoutez-moi bien. On divorce to let's do. On prend un nouveau départ. Nous savons tous les deux ce que c'est que d'être trahis par ceux en qui nous avions le plus confiance. Je le fixais du regard comme s'il venait de nous proposer de braquer une banque ensemble. C'était le patron de James, le mari de Sandra, un homme que je connaissais à peine, hormis quelques banalités lors de fêtes d'entreprise. Et il me demandait en mariage alors que j'étais encore, techniquement, marié à quelqu'un d'autre. Robert, je crois que le stress de tout ce qui s'est passé te fait. Je ne suis pas en train de craquer, m'interrompit-il. J'y ai pensé toute la nuit. Écoute, j'ai 52 ans. Je ne veux pas passer les 20 prochaines années à sortir avec quelqu'un et à essayer de trouver quelqu'un d'autre, ou me demandant s'il va me tromper aussi. Tu as 31 ans, tu es intelligente, tu es belle et tu comprends ce que je traverse, car tu le traverses aussi. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû poser ma tasse de café. C'était la conversation la plus étrange que j'ai jamais eue de ma vie. On se connaît à peine, ai-je dit. Nous connaissons l'essentiel. Nous savons que nous pouvons tous deux être fidèles à notre mariage, même lorsque nos conjoints ne le peuvent pas. Nous savons tous deux que l'honnêteté et l'engagement comptent pour nous. Et nous savons tous les deux que nous méritons mieux que ce que nous avons eu. Il tendit la main par-dessus la table et la couvrit d'une de mes mains. Sa main était chaude et stable, complètement différente de celle de James, qui était toujours en mouvement, toujours à tripoter quelque chose. Pensée grecque concrètement, a-t-il poursuivi. Je suis financièrement stable. Je suis propriétaire de mon entreprise. J'ai une maison remboursée, des investissements et une épargne retraite. Tu n'aurais plus jamais à te soucier d'argent. Tu pourrais quitter ton travail à la bibliothèque si tu le voulais, ou continuer à travailler si ça te plaît. Comme tu veux. Ce n'est pas une question d'argent, dis-je en retirant ma main. Non, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de partenariat. C'est l'histoire de deux personnes qui se comprennent et qui choisissent de construire quelque chose ensemble plutôt que de tout recommencer seul. J'avais le vertige, comme si la pièce tournait autour de moi. Il y a 24 heures, ma plus grande inquiétude était de savoir quoi préparer pour le dîner à James. J'étais maintenant assise dans un café à écouter son patron le demander en mariage, tandis que mon propre mariage s'effondrait. J'ai besoin de temps pour réfléchir, me suis-je dit. Bien sûr. C'est une décision importante. Il a sorti sa carte de visite et a écrit quelque chose au dos. C'est mon numéro personnel. Appelle-moi quand tu seras prêt à en parler davantage. J'ai pris la carte, les doigts engourdis. Son écriture était nette et précise, comme tout ce qui le concernait. Puis-je te demander quelque chose? Ai-je demandé. Pourquoi moi? Tu pourrais épouser n'importe qui. Quelqu'un qui n'est pas impliqué dans cette histoire. Il resta silencieux un instant, remuant son café, même s'il n'y avait rien ajouté. Parce que tu comprends. N'importe qui d'autre me verrait comme un homme trompé par sa femme, un homme incapable de maintenir son mariage. On se demanderait ce qui n'allait pas chez moi, pourquoi Sandra a choisi quelqu'un d'autre. Mais tu sais, ce n'était pas à cause de nous. Tu sais, c'était à propos d'eux et de leur choix. J'ai compris ce qu'il voulait dire, même si toute cette conversation me semblait tout droit sortie d'un rêve. La honte que je ressentais ne concernait pas vraiment ce que j'avais fait de mal. Il s'agissait d'être le genre de personne qu'on pourrait tromper, de ne pas suffire à rendre James heureux. Je dois y aller, dis-je en me levant si vite que ma chaise racla bruyamment le sol. Attends, vous aussi, vous vous êtes levé. Je sais que c'est bouleversant, mais réfléchissez à vos alternatives. Tu peux retourner voir James et essayer d'arranger les choses, sachant que tu ne lui feras plus jamais vraiment confiance. Ou tu peux tout recommencer seul en essayant de reconstruire ta vie à partir de zéro. Ou tu peux envisager une troisième option. Je suis sorti du café sans lui répondre, mais ses paroles m'ont suivi jusqu'à la maison de ma sœur. Quelles étaient mes options? Ce soir-là, en rentrant du travail, ma sœur m'a trouvé assise sur son porche, les yeux rivés sur la carte de visite de Robert. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme », a-t-elle dit en s'asseyant à côté de moi. Quelque chose comme ça. Je lui ai parlé de mon rendez-vous café avec Robert, de sa demande en mariage impossible, du choix qu'il me demandait de faire. Elle m'a écouté sans m'interrompre, ce qui était inhabituel pour elle. D'habitude,
Elle avait son avis sur tout et n'hésitait pas à le partager. « Qu'en penses-tu » lui ai-je demandé après avoir terminé l'histoire. « Je crois que c'est la chose la plus folle que j'ai jamais entendue, a-t-elle dit. Et je crois que tu y réfléchis vraiment. » Elle avait raison. Aussi folle que soit la proposition de Robert, je n'arrêtais pas d'y penser. Non pas parce que j'étais amoureuse de lui, je le connaissais à peine, mais parce que tout ce qu'il avait dit avait un certain sens. « James a appelé pendant ton absence, dit-elle. Il veut venir discuter. » « Que lui as-tu dit ?» ?»« Je lui ai dit que tu n'étais pas encore prête à le voir. Mais il n'abandonne pas. Il semble croire qu'il peut te convaincre de lui pardonner. » L'idée de revoir James, de l'entendre s'excuser et faire des promesses qu'il avait déjà rompues me fatiguait à un point que le sommeil ne pouvait apaiser. « Je devrais peut-être réfléchir à l'offre de Robert, dis-je. Ou peut-être devrais-tu prendre le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment, et pas seulement à ce qui te semble être le moyen le plus simple d'éviter James. » Ça m'a blessé, car c'était probablement vrai. La demande en mariage de Robert n'avait rien à voir avec l'amour ou le partenariat. Elle visait à blesser des gens qui cherchaient à se sentir à nouveau en sécurité. Mais était-ce si mal? Et si c'était la facilité qui me manquait en ce moment? Demandai-je. Alors tu n'es pas la sœur que je connais. La sœur que je connais se bat pour ce qu'elle veut. Elle ne choisit pas la facilité juste parce qu'elle existe. Je me suis couché ce soir-là en pensant à ce que je voulais vraiment de ma vie. Pendant 8 ans, tout ce que je désirais était lié à James. La maison que nous achèterions ensemble, les enfants que nous aurions, les voyages que nous ferions quand nous aurions économisé suffisamment. Maintenant, tous ces rêves me semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Que désirais-je pour moi, à part un homme? Je voulais me sentir en sécurité. Je voulais faire confiance à la personne avec qui j'étais. Je voulais construire quelque chose qui ne s'effondrerait pas dès que quelqu'un d'autre me paraîtrait plus intéressant ou passionnant. Robert avait peut-être raison. Peut-être que ce que nous recherchions tous les deux n'était pas la passion ou le romantisme, mais le partenariat et la sécurité. Peut-être que l'amour n'était pas le seul fondement d'un mariage. Le lendemain matin, je l'ai appelé. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, je lui ai dit. Et je veux en savoir plus. Sur ce que tu proposes vraiment, sur ce à quoi ressemblerait ce mariage. On peut se revoir? Dans un endroit privé cette fois? Chez moi, peut-être? Aller chez lui me semblait franchir une limite que je n'étais pas sûr d'être prête à franchir. Mais si j'envisageais sérieusement sa demande en mariage, il fallait que je comprenne dans quoi je m'embarquais. Bon, cet après-midi, je t'envoie l'adresse par SMS. Après avoir raccroché, je me suis demandé ce que je faisais. Étais-je en train de commettre la plus grosse erreur de ma vie? Ou prenais-je enfin une décision qui faisait passer mes propres besoins en premier? Mon téléphone a vibré, un autre SMS de James. « S'il te plaît, rentre à la maison. On peut arranger ça. Je t'aime. » J'ai supprimé le message sans répondre. L'amour ne suffisait plus. James m'aimait, mais il avait quand même choisi de me trahir. Sandra aimait probablement Robert, mais elle avait quand même choisi de lui faire du mal. Peut-être que ce que Robert offrait, honnêteté, partenariat, sécurité, valait mieux qu'un amour sans garantie. J'ai passé le reste de la matinée à me préparer pour aller chez lui, entendre sa demande en mariage dans son intégralité, prendre une décision qui allait tout changer pour mon avenir. Pour la première fois depuis des jours, j'avais l'impression de prendre ma vie en main au lieu de me laisser aller aux aléas de la vie. La maison de Robert ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. De l'extérieur, elle ressemblait à toutes les autres maisons du quartier chic. Grande, parfaite, le genre d'endroit où les gens qui ont réussi sont censés être heureux. Mais lorsqu'il a ouvert la porte, j'ai compris que l'intérieur racontait une toute autre histoire. Des cartons de déménagement étaient empilés dans le couloir. Les meubles étaient recouverts de draps. Des tableaux avaient été décollés des murs, laissant des traces de peinture plus claires qui montraient où ils étaient accrochés. On aurait dit une maison en train d'être emballée, une vie en train d'être démantelée morceau par morceau. Désolé pour le désordre, dit Robert en me guidant à travers ce chaos. Sandra a pris presque tout ce qu'elle voulait hier. Son avocat et le mien ont déterminé qui a quoi. Comment vos enfants gèrent-ils tout ça? Ai-je demandé. Son visage s'est crispé, comme si quelqu'un avait tiré une ficelle trop fort. Ils sont en colère. Contre nous deux, mais surtout contre moi pour avoir demandé le divorce si vite. Ils pensent que je devrais essayer d'arranger les choses avec leur mère. Nous avons fini dans sa cuisine, la seule pièce qui paraissait encore normale. Il préparait du café pendant que j'étais assise au comptoir, essayant d'imaginer ce que ce serait de vivre dans cette maison,
de me réveiller ici chaque matin et d'y vivre comme chez moi. Dis-moi ce que tu penses vraiment, dit-il en me tendant une tasse. Je trouve ça insensé, dis-je honnêtement. Je ne te connais pas assez pour t'épouser. Je pense que ma sœur a raison et que j'essaie juste d'éviter de m'occuper de mes vrais problèmes. Il hocha la tête comme s'il s'attendait à ce que je dise ça. Tu as probablement raison sur tout ça. Mais laisse-moi te poser une question. Quelle est ton alternative? Retourner avec James et passer le reste de ton mariage à te demander s'il te trompe encore? Recommencer à 31 ans en espérant trouver quelqu'un de mieux? Faire des rencontres en ligne et te demander si tous les hommes que tu rencontres vont te mentir aussi? Les questions me sont venues plus fort que je ne le souhaitais. J'essayais de ne pas penser à la suite, mais il me forçait à affronter la réalité. Au moins, avec moi, tu sais exactement ce que tu as, a-t-il poursuivi. Je ne vais pas me faire passer pour quelqu'un d'autre pour te conquérir. Je ne vais pas te faire de promesses d'amour, de romance ou de vie éternelle. Je t'offre partenariat, sécurité et honnêteté. À quoi ressemblerait ce mariage? Ai-je demandé. Il s'est assis en face de moi et, pour la première fois depuis que je le connaissais, il avait l'air nerveux. Nous serions d'abord amis. De bons amis qui prennent soin les uns des autres. Nous vivrions ensemble, partagerions les responsabilités, prendrions les décisions ensemble. Nous serions fidèles l'un à l'autre, car nous savons tous les deux ce que c'est que d'être trahis. Et le côté physique des choses? Son visage est devenu rouge, et j'ai réalisé que cet homme sûr de lui et prospère était en fait timide sur ce point de la conversation. On verrait ça au fur et à mesure. Pas de pression, pas d'attente. Ce qui nous semble juste à tous les deux. Et alors? Regarde où l'amour nous a menés. L'amour n'a pas empêché James de te tromper. L'amour n'a pas empêché Sandra de gâcher 22 ans de mariage. Il est peut-être temps d'essayer de construire quelque chose sur des bases plus solides. J'ai pensé à James me disant qu'il m'aimait chaque matin avant d'aller au travail, même pendant les 3 mois où il me trahissait. J'ai pensé à Sandra qui me serrait dans ses bras lors des fêtes d'entreprise, faisant comme si nous étions amis alors qu'elle couchait avec mon mari. Peut-être que Robert avait raison. Peut-être que l'amour ne suffisait pas. J'ai besoin d'en savoir plus sur toi, ai-je dit. Sur qui tu es vraiment, pas seulement la personne que j'ai rencontrée en soirée. Pendant les 2 heures qui ont suivi, nous avons discuté. Vraiment, comme je n'avais parlé à personne depuis des mois. Il m'a raconté comment il avait grandi dans la pauvreté, comment il avait payé ses études et monté son entreprise à partir de rien. Il m'a parlé de son premier mariage, de la rencontre de Sandra et de sa famille, jeune, fauché et plein de rêves. Nous nous sommes éloignés au fil des ans, a-t-il dit. Je travaillais tout le temps pour développer l'entreprise. Elle élevait les enfants et gérait la maison. Nous sommes devenus colocataires au lieu d'être partenaires. Après un certain temps, je pensais que c'était normal, comme le mariage était censé être. Quand as-tu su qu'elle me trompait? Je m'en doutais un moment. Elle était différente, plus heureuse, plus énergique. Elle a recommencé à soigner son apparence, à s'acheter de nouveaux vêtements, à sortir plus souvent avec ses amis. Je me disais que c'était bien qu'elle paraisse à nouveau heureuse. Mais tu le savais. Je le savais. Je ne voulais tout simplement pas y faire face. J'espérais que ça finirait tout seul, qu'elle réaliserait ce qu'elle risquait et arrêterait. Je comprenais ce genre d'aveuglement volontaire. J'avais aussi ignoré les signes, me disant que James était juste stressé par le travail quand il a commencé à se comporter différemment. Qu'est-ce qui t'a finalement poussé à regarder son téléphone? Elle est rentrée de déjeuner avec toi la semaine dernière, tu te souviens? Ce jour-là, toi et elle êtes allés faire les magasins ensemble pendant que James et moi étions au bureau. Je m'en suis souvenu. Sandra avait proposé qu'on passe l'après-midi ensemble, rien que toutes les deux. On avait fait du shopping, on s'était fait faire les ongles, on avait parlé de tout et de rien. Ça avait été une bonne journée, une de ces fois où je me sentais chanceuse d'avoir une amie aussi gentille. Elle est rentrée rayonnante, continua Robert. Heureuse comme je ne l'avais pas vue depuis des années. Et j'ai compris que ce n'était pas parce qu'elle avait passé la journée avec toi. C'était parce qu'elle avait passé la journée à penser à lui, à planifier sa prochaine rencontre. Je voyais ma femme se réjouir d'être avec un autre homme, et je ne pouvais plus faire semblant. Je suis désolé. Ne soyez pas désolé. Soyez intelligence. Analysez ce que nous avons tous les deux appris et décidez si nous voulons utiliser ces connaissances pour construire quelque chose de meilleur. En quittant sa maison ce soir-là, j'avais plus de choses à penser que jamais. Robert ne me proposait pas un conte de fées, mais peut-être que les contes de fées étaient surfaits. Peut-être que ce qu'il offrait, honnêteté, partenariat,
sécurité avait plus de valeur qu'une passion qui pouvait disparaître aussi vite qu'elle était apparue. Ce soir-là, James s'est présenté chez ma sœur. J'étais assis sur le porche lorsque sa voiture s'est garée dans l'allée. Un instant, j'ai envisagé de rentrer pour éviter une nouvelle confrontation. Mais j'en avais assez de fuir les conversations difficiles. Il est sorti lentement de la voiture, comme s'il s'approchait d'un animal dangereux. Il avait une apparence affreuse, pas rasé, vêtements froissés, des cernes sous les yeux. Une partie de moi avait pitié de lui et je détestais cette partie de moi-même. « On peut parler ?» demanda-t-il en s'arrêtant au pied des marches du porche. Parlance. Il s'est assis sur les marches, assez loin pour qu'on ne se touche pas, mais assez près pour que je puisse sentir son eau de Cologne. Cette même eau que j'adorais, et qui maintenant ne me rappelait que mensonge et trahison. « J'ai rompu avec Sandra, a-t-il dit. Felicitations. Je suis sérieux. C'est fini. C'était une erreur stupide, et je veux arranger les choses avec toi. Tu ne peux pas arranger ça, James. Si, je peux. On pourrait aller voir un thérapeute pour surmonter ça ensemble. On a souvent des aventures extra-conjugales. Je l'ai regardé assis là, mon mari depuis 5 ans, l'homme avec qui j'avais prévu de vieillir. Il avait l'air sincère, désespéré même. Peut-être le pensait-il vraiment. Peut-être était-il vraiment désolé. Mais pardonner ne suffisait plus. Même si je pouvais te pardonner, comment pourrais-je te faire à nouveau confiance? Demandai. Comment saurais-je que tu travaillais vraiment tard et pas avec quelqu'un d'autre? Comment saurais-je que tu me disais la vérité? Parce que je te le prouverai. Chaque jour, aussi longtemps qu'il le faudra. Ce n'est pas un mariage, James. C'est une libération conditionnelle. Il resta silencieux un long moment, les yeux fixés sur ses mains. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Demanda-t-il finalement. La question me prit au dépourvu. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, as-tu rencontré quelqu'un? C'est pour ça que tu refuses même d'envisager une solution? J'ai pensé à Robert, à sa demande en mariage, au choix que j'avais à faire. Y avait-il quelqu'un d'autre? Pas comme James l'entendait, mais peut-être que oui, d'une autre manière. Ça ne concerne pas quelqu'un d'autre, ai-je dit. C'est parce que tu as choisi Sandra plutôt que moi pendant 3 mois. C'est parce que tu me mens en face chaque jour. C'est parce que tu me fais sentir que je ne suffisais pas à te rendre heureuse. Tu étais suffisant. Tu es suffisante. Je viens de. Tu as fait quoi? Tu t'ennuyais? Tu voulais quelque chose de nouveau? Tu as décidé que nos vœux de mariage n'avaient plus d'importance? Il s'est levé et a commencé à faire les 100 pas devant le porche. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne sais pas à quoi je pensais. Je sais que c'était mal, je sais que je t'ai blessé et je sais que je ne mérite pas une autre chance. Mais je te la demande quand même, car je t'aime et je ne peux imaginer ma vie sans toi. Pendant 8 ans, ces mots auraient tout signifié pour moi. Maintenant, ça ressemblait à de nouvelles promesses qu'il risquait de ne pas tenir. Je ne peux plus faire ça, dis-je en me levant pour entrer. Attends. Il m'a pris la main. Dis-moi juste qu'il y a de l'espoir. Dis-moi que je peux faire quelque chose pour obtenir ton pardon. J'ai regardé sa main qui tenait la mienne, l'alliance qu'il portait encore. La bague qui correspondait à celle que j'avais enlevée et laissée sur le comptoir de la cuisine de ma sœur 3 jours auparavant. Je demande le divorce, ai-je dit. Son visage s'est effondré comme si je l'avais frappé. Ne dis pas ça. S'il te plaît, ne dis pas ça. C'est déjà décidé. Est-ce une question d'argent? De maison? On peut régler ça. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Ce n'est pas une question d'argent. Alors de quoi s'agit-il? J'ai dégagé ma main et je l'ai regardé une dernière fois. Cet homme qui avait été tout pour moi pendant 8 ans, à qui j'avais confié mon cœur, mon avenir et mes rêves. C'est parce que je ne t'aime plus. Je suis rentré et je l'ai laissé dans l'allée. Par la fenêtre, je l'ai regardé remonter dans sa voiture et y rester assis un long moment avant de finalement repartir. Ce soir-là, j'ai appelé Robert. Je voulais entendre ta proposition complète, lui ai-je dit. Je viendrai te chercher demain matin, a-t-il ajouté. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Robert est venu me chercher dans une voiture que je n'avais jamais vue auparavant, une simple berline noire au lieu de la luxueuse voiture de sport qu'il conduisait habituellement pour les événements de l'entreprise. Tout chez lui semblait différent maintenant que nous ne faisions plus semblant d'être de simples connaissances. Il était toujours poli, toujours prudent dans ses paroles, mais il y avait quelque chose de plus vrai chez lui. « Où allons-nous » demandai-je en traversant la ville. « Je veux te montrer quelque chose. » Nous avons roulé pendant environ 20 minutes hors de la ville pour nous diriger vers la campagne.
Les maisons devenaient de plus en plus grandes et éloignées les unes des autres, entourées d'arbres et de collines ondulantes. Finalement, il s'engagea dans une longue allée de gravier qui menait à une maison que je n'avais jamais vue auparavant. Elle n'était pas aussi grande que sa maison en ville, mais elle était d'une beauté tout à fait différente. Elle était plus ancienne, faite de pierre et de bois, avec de grandes fenêtres et une véranda panoramique. Des jardins l'entouraient, remplis de fleurs que je ne pouvais nommer mais qui embaumaient l'air de doux parfums. « Quel est cet endroit » ai-je demandé en sortant de la voiture. Il appartenait à ma grand-mère. Elle me l'a légué à sa mort, il y a 5 ans. Sandra n'a jamais aimé ça, trop loin de la ville, trop démodé. Mais je l'ai réparé, j'y ai travaillé moi-même quand j'avais besoin de m'évader. Il m'a fait monter les marches et a ouvert la porte. L'intérieur n'avait rien à voir avec sa maison en ville. Là où cette dernière était formelle et parfaite, celle-ci semblait habitée et confortable. Les meubles étaient anciens mais de bonne facture, le genre de meubles qui s'embellissent avec le temps au lieu de tomber en ruine. « Il faut des travaux » dit-il, presque nerveux. « La cuisine a besoin d'être rénovée, certains sols ont besoin d'être refaits. Mais la structure est solide. C'est solide. » J'ai traversé la pièce lentement, appréciant tout. Le salon avait une cheminée en pierre et des étagères encastrées remplies de vieux livres. La cuisine était petite, mais ses grandes fenêtres donnaient sur le jardin. À l'étage, il y avait 3 chambres et une salle de bain avec une vieille baignoire sur pied. « Pourquoi me montres-tu ça » demandai en Ray descendant. « Parce que si tu acceptes ma demande en mariage, c'est ici que nous vivrions. Pas dans la maison en ville, trop chargée de souvenirs liés à ma vie avec Sandra. Cet endroit est propre et neutre. On pourrait se l'approprier. Je pouvais l'imaginer, d'une certaine manière. Se réveiller dans une de ces chambres, avec la lumière du soleil qui inondait les jardins. Lire au coin du feu par les nuits froides. C'était une sensation de paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. « Dis-moi exactement ce que tu proposes, » ai-je dit. Nous nous sommes assis sur le vieux canapé du salon, et il a pris une grande inspiration, comme s'il se préparait pour la présentation professionnelle la plus importante de sa vie. « Voilà ce que je pense. Nous nous marierons dès que nos 2 divorces seront prononcés. Pas de grand mariage, juste une simple cérémonie au palais de justice. Nous emménageons ici ensemble et passons la première année à apprendre à nous connaître, en tant que colocataires et amis. Et après? Et ensuite? On verra ce qui se passe naturellement. Peut-être que nous tombons amoureux, peut-être pas. Peut-être que nous devenons le genre de couple qui se tient la main et planifie des vacances romantiques. Peut-être que nous devenons le genre de couple qui regarde la télévision ensemble, partage les tâches ménagères et se contente d'une compagnie tranquille. Les 2 options me conviennent. Et l'intimité physique, son visage est redevenu rouge, mais il n'a pas détourné le regard. À vous de voir. C'est à toi de voir. Si ça arrive, ça arrive. Sinon, on est toujours mariés et engagés l'un envers l'autre. Et si l'un de nous rencontre quelqu'un d'autre, tombe amoureux de quelqu'un d'autre, alors on en parle franchement. Mais je ne pense pas que ça arrivera. Je pense qu'on en a tous les 2 fini avec ce genre d'amour qui pousse les gens à faire des bêtises et à blesser ceux qui leur font confiance. Je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre donnant sur les jardins. Il y avait quelque chose d'attirant dans ce qu'il décrivait. Un mariage basé sur le choix plutôt que sur l'émotion. Sur l'engagement plutôt que sur la passion. Un mariage où les 2 conjoints savaient exactement à quoi s'engager. Et les enfants? Ai-je demandé. Tu veux des enfants? Je croyais que oui. Avec James, je veux dire. Mais maintenant, je ne sais plus. Mes enfants sont grands. Si tu décides d'en vouloir, on pourra en parler. Sinon, ce n'est pas grave. Je n'essaie pas de te convaincre de vouloir quelque chose que tu ne veux pas. C'était différent de James, qui avait toujours pensé que nous aurions des enfants un jour et qui ne m'avait jamais demandé ce que je voulais vraiment. Robert me demandait de choisir ma propre vie au lieu de me plier au plan des autres. Pourquoi moi? Demandai-je à nouveau. Vraiment? On pourrait trouver quelqu'un qui n'ait rien à voir avec cette histoire avec James et Sandra. Il resta silencieux un long moment, observant la pièce comme s'il la voyait pour la première fois. Parce que tu comprends ce que l'on ressent lorsqu'on se fait trahir par la personne en qui on avait le plus confiance. Parce que tu connais la différence entre amour et loyauté. Parce que je t'ai vu accompagner des fêtes pendant 3 ans et que tu es toujours bienveillant envers tout le monde, même envers les personnes ennuyeuses, gênantes ou difficiles. Ce n'est pas grand-chose pour fonder un mariage. C'est plus que ce que la plupart des gens ont. La plupart des gens se marient parce qu'ils sont amoureux, puis ils passent des années à découvrir qu'ils ne s'aiment pas vraiment. On partait de la direction opposée.
J'y ai pensé. James et moi étions tombés amoureux très vite. Nous nous étions mariés parce que nous ne pouvions pas imaginer être séparés. Mais en y réfléchissant bien, nous apprécions-nous vraiment? Nous amusions-nous ensemble quand nous n'étions pas romantiques? Respections-nous les opinions et les choix de l'autre? J'ai besoin de temps pour y réfléchir, ai-je dit. Combien de temps? Je ne sais pas. Quelques jours? Une semaine? Prends tout le temps qu'il te faut. Mais pendant que tu réfléchis à ça. Quelle serait la pire chose qui pourrait arriver si tu disais oui? J'y ai pensé. On pourrait finir malheureux ensemble. Et quelle est la pire chose qui pourrait arriver si tu refusais? Je pourrais finir malheureuse toute seule. Exactement. Dans tous les cas, il y a un risque. Mais si tu dis oui, au moins tu ne cours pas ce risque toute seule. Nous sommes rentrés chez ma sœur dans un silence confortable. Lorsqu'il m'a raccompagné jusqu'à la porte, il n'a pas essayé de m'embrasser, de me prendre dans ses bras, ni de faire quoi que ce soit qui aurait pu donner l'impression d'un rendez-vous. Il m'a juste serré la main comme si nous étions des associés qui venaient de conclure une réunion importante. Réfléchis, Grec, a-t-il dit. Et n'oublie pas, il ne s'agit pas d'amour, de romance ou de tout ce qui nous a fait défaut auparavant. Il s'agit de deux personnes intelligentes qui prennent une décision pratique sur la façon dont elles souhaitent passer le reste de leur vie. Ce soir-là, j'ai appelé mon avocate spécialisée en divorce et lui ai demandé d'accélérer la procédure. Je voulais me libérer de James au plus vite, que j'épouse Robert ou non. Puis je me suis assise et j'ai dressé une liste des avantages et des inconvénients, comme je le faisais avant, lorsque je devais prendre des décisions difficiles. Les avantages, la sécurité financière, une belle maison à la campagne, un partenaire qui comprenait ce que j'avais traversé. Plus de rendez-vous, plus de doutes sur le fait qu'on me mente. Une chance de construire une relation stable et honnête. Inconvénient, épouser quelqu'un que je n'aimais pas. Renoncer à l'espoir de retrouver le véritable amour. Je me contentais de quelque chose de sûr plutôt que de quelque chose de passionné. Mais en regardant ma liste, j'ai réalisé que les inconvénients concernaient tous des choses qui, de toute façon, n'arriveraient peut-être jamais. Comment savais-je que je retrouverais l'amour un jour? Comment savais-je que la prochaine personne dont je tomberais amoureuse ne me ferait pas autant de mal que James? Au moins, avec Robert, je savais à quoi m'attendre. Il ne me promettait pas de contes de fées, ni l'éternité, ni rien de ce qui s'était révélé être des mensonges quand James les avait proférés. Il me promettait honnêteté, partenariat et respect. Peut-être que c'était suffisant. C'était peut-être plus que ce que la plupart des gens pouvaient obtenir. Le lendemain matin, je l'ai appelé. « Je veux essayer » ai-je dit. « Tu es sûr ?»« Non. Mais je suis sûr que je ne veux pas revenir à la situation d'avant. Et je suis sûr que je te fais plus confiance qu'à quiconque en ce moment. Alors, allons-y, construisons quelque chose de nouveau ensemble. » Après avoir raccroché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines, l'espoir. Non pas l'espoir désespéré et tenace que James change ou que notre mariage soit sauvé, mais l'espoir silencieux et constant que ma vie pourrait peut-être redevenir belle, mais d'une toute autre manière. Ma sœur est rentrée du travail et m'a trouvé en train de faire mes bagages. « Où vas-tu » m'a-t-elle demandé. « Je vais prendre mon propre appartement en attendant que le divorce soit prononcé. Et puis je me remarie. »« Avec Robert ?»« Avec Robert. » Elle s'est assise sur le lit et m'a regardé plier les vêtements dans des cartons. « Tu es sûr de ça ?»« Non, mais je le fais quand même. »« Pourquoi ?» J'ai arrêté de faire mes valises et je l'ai regardée. Ma sœur, mariée au même homme depuis 10 ans, qui avait bâti une vie basée sur l'amour, la confiance et tout ce que je croyais avoir avec James. Parce que parfois, mieux vaut prévenir que guérir, me suis-je dit. Et parce que je préfère construire quelque chose de vrai avec quelqu'un qui me comprend plutôt que de passer les 20 prochaines années à espérer trouver quelque chose de magique avec quelqu'un qui pourrait me faire encore du mal. Elle hocha lentement la tête. Si c'est ce que tu veux, je te soutiens. Mais promets-moi quelque chose. Quoi? Promets-moi que tu ne te contenteras pas de moins que ce que tu mérites. Même dans un mariage de principe, tu mérites d'être heureux. Je le promets. Mais en le disant, je me demandais à quoi ressemblerait le bonheur dans un mariage sans amour. Serait-il suffisant d'avoir de la compagnie et de la sécurité? Serait-il suffisant de se réveiller aux côtés de quelqu'un d'honnête avec moi? Même si mon cœur ne battait pas la chamade en le voyant, j'allais sûrement le découvrir. Emménager dans mon propre appartement, c'était comme commencer une nouvelle vie. C'était un petit appartement, sans prétention, mais c'était le mien. Pour la première fois depuis 8 ans,
Je pouvais disposer les meubles comme je le voulais, accrocher les tableaux qui me plaisaient, faire mes courses sans me soucier des préférences des autres. La procédure de divorce a avancé plus vite que prévu. James ne s'est opposé à moi sur aucun point. Ni la maison, ni la voiture, ni le partage de notre compte épargne. Son avocat a dit qu'il voulait simplement que ça se termine au plus vite. Je me suis demandé si c'était par culpabilité ou parce qu'il voulait être libre de poursuivre quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, j'étais reconnaissant. Chaque jour passé ensemble, j'avais l'impression de porter des vêtements qui ne m'allaient plus. Robert et moi parlions au téléphone tous les soirs, apprenant à nous connaître comme jamais auparavant. J'ai appris qu'il lisait des romans policiers, qu'il cuisinait mieux que la plupart des restaurants et qu'il avait pris soin de son père âgé jusqu'à son décès il y a 2 ans. Comment était ta grand-mère? Ai-je demandé un soir. Celle qui t'a laissé la maison. Elle était pragmatique, m'a-t-il dit. Elle ne gaspillait jamais rien, ne se plaignait jamais de ce qu'elle n'avait pas. Elle me disait que le bonheur ne consistait pas à obtenir tout ce qu'on désirait, mais à vouloir ce qu'on avait. Ça a l'air judicieux. Elle t'aurait apprécié. Elle disait toujours que les plus beaux mariages étaient ceux de personnes qui se choisissaient avec leur tête et leur cœur. J'y ai repensé après avoir raccroché. C'était peut-être ce qui n'allait pas dans mon mariage avec James. Trop de cœur, pas assez de raison. Je l'avais tellement aimé que je n'avais même pas réfléchi à notre compatibilité sur le long terme. 3 semaines après la demande en mariage de Robert, j'ai reçu l'appel de mon avocat. Le divorce était prononcé. J'étais officiellement célibataire pour la première fois depuis 8 ans. Ce soir-là, Robert m'a emmené dîner dans un restaurant tranquille en dehors de la ville. Ce n'était pas un endroit romantique, juste un endroit où l'on pouvait discuter sans être interrompu ni reconnu par les collègues. « Comment te sens-tu » m'a-t-il demandé après avoir commandé. « Gratuit. » Ai-je répondu, et j'ai réalisé que je le pensais vraiment. Triste mais libre. Je vois ce que tu veux dire. Mon divorce a été prononcé hier. Comment vos enfants réagissent-ils? Son visage s'est crispé, comme toujours quand il parlait de ses enfants. Ils m'en veulent de ne pas avoir fait plus d'efforts pour sauver notre mariage. Ils pensent que j'ai abandonné trop facilement. Vraiment? Non. J'ai abandonné exactement au moment où j'aurais dû. Quand j'ai réalisé que Sandra avait déjà abandonné depuis des mois. Nous avons mangé un moment dans un silence confortable. Le restaurant était presque vide, seuls quelques couples discutaient tranquillement à leur table. Tous semblaient avoir des conversations normales sur des sujets courants. Travail, enfants, projets de week-end. Je me demandais si l'un d'entre eux envisageait de se marier pour des raisons pratiques plutôt qu'amoureuses. « Quand voulez-vous faire ça ?» demanda Robert alors que nous terminions le dessert. Alors, avant que je perde courage. La semaine prochaine. Nous sommes allés au tribunal le vendredi matin suivant. Je portais une simple robe bleue que j'avais achetée la veille. Robert portait un costume sombre qui lui donnait l'air d'aller à une réunion d'affaires. Pas de fleurs, pas de musique, pas d'invités. Juste 2 personnes prenant une décision pratique concernant leur avenir. La cérémonie a duré moins de 10 minutes. Nous avons échangé nos alliances, de simples alliances en or que nous avions achetées ensemble la veille. Lorsque le juge nous a déclarés mari et femme, Robert m'a embrassé tendrement sur la joue, comme s'il scellait un accord commercial. « Comment vous sentez-vous, Madame Mills » demanda-t-il en sortant du tribunal. « Madame Mills. » Il faudrait un certain temps pour s'y habituer, mais ça sonnait bien. Madame Williams ne m'avait jamais semblé aussi juste. « Différente, dis-je. Bien différente. » Nous sommes allés à la maison de campagne, notre maison maintenant, et Robert a porté mes valises jusqu'à la chambre principale. « Voici ta chambre, » a-t-il dit en posant les sacs près de la fenêtre. Je prendrai la chambre d'amis, au bout du couloir. Je m'y attendais, mais ça me semblait quand même étrange. Les couples mariés étaient censés partager une chambre, non? Mais bon, nous n'étions pas comme la plupart des couples mariés. Pour l'instant, dis-je. Pour l'instant, il accepta. Ce premier soir à la maison, nous avons préparé le dîner ensemble dans la petite cuisine. Robert avait raison, il était un bon cuisinier. Il a préparé des pâtes avec une sauce meilleure que tout ce que j'avais jamais goûté au restaurant. Nous avons mangé aux chandelles, non pas par romantisme, mais parce que la lumière du plafond de la salle à manger était trop forte. Que va-t-il se passer maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, nous apprenons à vivre ensemble. Nous déterminons qui fait quoi à la maison, qui paie quelle facture, comment nous voulons passer nos week-ends. Comme des colocataires, comme des partenaires. Après le dîner,
nous nous sommes assis sur le canapé du salon et avons regardé la télévision comme un vieux couple. Robert lisait le journal pendant que je faisais des mots croisés. C'était paisible comme jamais auparavant. James bougeait, parlait, avait toujours besoin d'attention ou de divertissement. Robert se contentait d'exister dans le même espace, à l'aise dans le silence. À l'heure du coucher, nous nous sommes souhaités bonne nuit en haut des escaliers, comme des inconnus polis. Je suis allé dans ma chambre, il est allé dans la sienne, et je suis resté éveillé un long moment, me demandant dans quoi je m'étais fourré. Mais je n'étais pas malheureuse. Peut-être confus, incertain quant à l'avenir. Mais pas malheureux. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'odeur du café et du bacon. Robert était déjà habillé et préparait le petit déjeuner en fredonnant doucement. « Bonjour » m'a-t-il dit quand je suis descendu en corde. « J'espère que ça ne te dérange pas, que j'ai commencé sans toi. Je suis un lève-tôt. Ça ne me dérange pas. » Il m'a tendu une tasse de café préparée exactement comme je l'aimais, avec de la crème et un peu de sucre. Je me suis rendu compte que James n'avait jamais su comment j'aimais mon café, même après 8 ans de mariage. « Que fais-tu habituellement le samedi » ai-je demandé. « Je jardine, je répare des choses à la maison. » Il lit. « Et vous » ? Avant, je faisais la lessive et le ménage. Parfois, j'allais faire du shopping ou rendre visite à ma sœur. Maintenant, on peut faire ça ensemble. Si tu veux. J'en avais envie. C'était agréable d'avoir quelqu'un avec qui partager les tâches du week-end, quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que je fasse tout moi-même pendant qu'il regardait la télé ou sortait avec des amis. Nous avons passé la matinée à jardiner ensemble. Robert m'a montré quelles plantes avaient besoin d'eau et lesquelles étaient prêtes à être récoltées. Il avait des tomates, des poivrons et des herbes aromatiques dont je n'avais jamais entendu parler. Tout était organisé et bien entretenu, comme le reste de sa vie. Sandra n'a jamais aimé jardiner, dit-il tandis que nous cueillions des tomates pour le déjeuner. Elle dit que c'était trop de travail pour une récompense insuffisante. J'aime ça, dis-je. C'est paisible. Alors, c'est à toi maintenant. Tu peux planter ce que tu veux, changer ce que tu veux. Cet après-midi-là, nous sommes allés en ville faire les courses ensemble. C'était la première fois que nous sortions en public en tant que couple marié, et j'étais curieux de voir ce que ça donnerait. À l'épicerie, nous avons croisé Madame Henderson, qui travaillait à la bibliothèque avec moi. « Oh mon Dieu » dit-elle en nous voyant ensemble. « J'ai appris ton divorce avec James. Je suis vraiment désolé, ma chérie. »« Merci, DSJ. » Elle regarda Robert avec curiosité, se demandant visiblement qui il était et pourquoi nous faisions les courses ensemble. « Madame Henderson, voici mon mari, Robert Mills. » DSJ. Ses yeux s'écarquillèrent. « Ton mari » ? Mais je pensais. « Nous nous sommes mariés hier » dit Robert en passant doucement son bras autour de mes épaules. « Petite cérémonie, juste nous deux. »« Félicitations » dit-elle, l'air perplexe. « Quelle surprise !» Après son départ, Robert et moi nous sommes regardés et avons éclaté de rire. « Je suppose qu'on va avoir cette réaction souvent, » ai-je dit. « Ça te va ?» Je crois. Les gens discutent un peu, mais ensuite ils trouvent un autre sujet de conversation. Ce soir-là, ma sœur nous a appelés. J'ai croisé Madame Henderson à la station-service, m'a-t-elle dit. Elle m'a dit que vous vous êtes mariés hier. Dites-moi qu'elle était confuse. Elle n'était pas confuse. Tu l'as vraiment fait? Tu as épousé Robert Mills? J'ai épousé Robert Mills. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Es-tu heureux? Demanda-t-elle finalement. J'ai regardé autour de moi dans le salon où Robert lisait son roman policier, ses lunettes de lecture sur le bout du nez. Le feu crépitait dans la cheminée et j'entendais les grillons chanter par les fenêtres. Oui, ai-je dit. Je crois que oui. Alors je suis content pour toi. Mais je veux le rencontrer comme il se doit. Invite-le à dîner dimanche. Je lui proposerai. Quand j'ai raccroché, Robert a levé les yeux de son livre. Tout va bien? Ma sœur veut qu'on vienne dîner dimanche. Elle veut te rencontrer. Es-tu prête? Me présenter à ta famille? Tu es mon mari maintenant. Ils finiront par s'y habituer. Il sourit, le premier vrai sourire que je voyais de lui depuis le début de toute cette histoire. Oui, je suppose qu'ils finiront par s'y habituer. Ce soir-là, alors que je me préparais à aller me coucher, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. En pensant à l'avenir, je n'éprouvais plus ni peur ni incertitude. J'étais curieux de savoir ce que Robert et moi allions construire ensemble, de ce à quoi notre vie ressemblerait dans 1 an ou 5 ans. Peut-être que ce mariage pragmatique allait se transformer en quelque chose de plus, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je n'étais plus seul,
Je n'avais plus peur d'être blessé par quelqu'un en qui j'avais confiance. Pour la première fois depuis des mois, je m'endormais facilement et je dormais toute la nuit sans faire de cauchemar. Le dîner du dimanche chez ma sœur a été aussi embarrassant que je l'avais imaginé. David, le mari de ma sœur, n'arrêtait pas de regarder Robert comme s'il cherchait à comprendre son point de vue. Mon neveu de 10 ans m'a demandé pourquoi Robert était tellement plus âgé que moi. Ma nièce de 8 ans voulait savoir pourquoi nous n'avions pas fait de vrai mariage avec robe et gâteau. Parce que parfois, les adultes font les choses différemment que dans les films, a dit Robert patiemment. Mais ne vous aimez pas les uns les autres, a insisté ma nièce. J'ai senti mon visage s'échauffer, mais Robert ne semblait pas du tout gêné. Nous tenons beaucoup l'un à l'autre, a-t-il dit. Parfois, c'est encore mieux que l'amour. Ma sœur m'a lancé un regard par-dessus la table, me disant que nous aurions une conversation privée à ce sujet plus tard. Après le dîner, alors que Robert aidait David à réparer quelque chose dans le garage, ma sœur m'a coincé dans la cuisine. Il a l'air sympa, a-t-elle dit prudemment. Mais, vous êtes mariés depuis 2 jours et vous ressemblez plus à des partenaires d'affaires qu'à de jeunes mariés. Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Elle s'essuya les mains sur un torchon et me regarda sérieusement. J'ai peur que tu te contentes de ça. J'ai peur que tu aies tellement peur d'être à nouveau blessé que tu choisisses quelqu'un de sûr plutôt que quelqu'un qui te rende heureuse. Robert me rend heureuse. D'une manière discrète. Et la passion, l'excitation, ce genre d'amour qui vous coupe le souffle dès qu'il entre dans la pièce? Qu'en pensez-vous? Ce genre d'amour ne m'a pas vraiment plu avec James. James était un infidèle. Cela ne veut pas dire que tout amour est dangereux. Je comprenais ce qu'elle essayait de dire, mais je n'étais pas sûr qu'elle comprenne ce que j'essayais de construire avec Robert. Peut-être que je ne veux pas de ce genre d'amour qui me coupe le souffle, dis-je. Peut-être que je veux de ce genre d'amour qui me fait respirer plus facilement. Elle resta silencieuse un instant, réfléchissant à cela. Si c'est vraiment ce que tu veux, alors j'en suis heureuse pour toi. Mais promets-moi d'être honnête avec toi-même sur ce que tu ressens. Ne te décourage pas d'en vouloir plus juste par peur. Sur le chemin du retour, Robert était inhabituellement silencieux. Ta famille est gentille, dit-il finalement. Ils s'inquiètent pour moi. Je sais. Je le serais aussi à leur place. Je le regardais, surprise par son honnêteté. Tu crois qu'ils devraient s'inquiéter? Je pense qu'ils t'aiment et qu'ils veulent ton bonheur. Ils ne sont pas sûrs que je puisse te rendre heureux, car ils ne comprennent pas le genre de mariage que nous essayons de construire. Tu le comprends? Il est resté silencieux un long moment, concentré sur le chemin qui nous attendait. Je pense que nous essayons tous les deux de comprendre au fur et à mesure. Dit-il finalement. Cette semaine-là, nous avons adopté une routine qui semblait étonnamment naturelle. Robert partait tôt au travail et je suis allé à la bibliothèque à mon heure habituelle. Le soir, nous préparions le dîner ensemble et parlions de nos journées. Nous regardions la télévision ou lisions des livres, parfois dans la même pièce, parfois séparément. C'était une paix que mon mariage avec James n'avait jamais connue. Il n'y avait pas de drame, pas de dispute, pas de doute sur son humeur à son retour. Robert était stable, prévisible, comme on peut s'y attendre. Mais les paroles de ma sœur résonnaient sans cesse dans ma tête. Étais-je en train de me contenter de quelque chose? Avais-je tellement peur d'être blessé que je préférais la sécurité au bonheur? Vendredi soir, Robert a proposé qu'on sorte dîner. Un endroit spécial? Ai-je demandé. Il y a un nouveau restaurant en ville que je voulais essayer. À moins que vous ne préfériez rester chez vous. Interdire de sortir, ça me semble bien. Le restaurant était petit et intime, avec un éclairage tamisé et une musique douce. Le genre d'endroit où les couples se rendent pour des dîners romantiques. Plusieurs autres couples étaient là, main dans la main, de part et d'autre de leur table, se regardant dans les yeux, l'air amoureux. Robert et moi étions assis l'un en face de l'autre et parlions de travail, de la maison, de nos lectures. Une conversation agréable entre 2 personnes qui s'appréciaient. Mais on ne se tenait pas la main, on ne se regardait pas dans les yeux, on n'avait pas l'air amoureux. Ça te manque parfois? Demandai-je soudain. Ce qui te manque? Être amoureux. L'excitation, la passion, le sentiment que l'autre est la chose la plus importante au monde pour toi. Il réfléchit sérieusement à la question, comme il envisageait tout. Parfois, disait-il. Mais je me souviens aussi combien c'était épuisant. Je me demandais toujours ce que Sandra pensait, j'essayais toujours de la rendre heureuse, j'avais toujours l'impression de ne pas être à la hauteur. Mais il y avait aussi des bons moments, non? Des moments où être amoureux était incroyable? Oui,
Mais ces moments se sont raréfiés au fil des ans. À la fin, Sandra et moi restions ensemble plus par habitude que par amour. Et si on passait directement à l'habitude, serait ceci grave? Beaucoup de couples qui commencent par la passion finissent par avoir une habitude. Peut-être qu'on est juste plus efficace. J'ai ri malgré moi. C'est une façon très peu romantique d'envisager le mariage. Je suis quelqu'un de très peu romantique. Tu le savais quand tu m'as épousé. Tu es un bon cuisinier, dis-je en le regardant paner le poulet. Ma grand-mère me l'a appris. Elle disait qu'un homme qui ne pouvait pas se nourrir était un demi-homme. Une femme intelligente. Elle l'était. Elle t'aurait apprécié. Il y avait quelque chose dans sa façon de dire cela qui m'a fait lever les yeux de la salade que je préparais. Il était concentré sur son travail, mais je percevais dans son expression une douceur que je n'avais pas remarquée auparavant. Pourquoi penses-tu ça? Parce qu'on ne se plaint pas de ce qu'on ne peut pas changer. Parce que tu travailles dur sans attendre de compliments. Parce que tu es gentil avec les gens, même quand ils ne le méritent pas. Comme James? Comme James. L'évocation de mon ex-mari est restée en suspens entre nous pendant un moment. Nous ne parlions plus beaucoup de James et Sandra, mais ils étaient toujours présents en arrière-plan de notre relation, la raison pour laquelle nous nous étions rencontrés. Crois-tu que nous nous serions rencontrés dans d'autres circonstances? Ai-je demandé. Tu veux dire que nos conjoints ne se trompaient pas? Oui. Robert s'arrêta et réfléchit sérieusement à la question. Probablement pas. Nous évoluions dans des milieux différents, même si nous travaillions pour la même entreprise. Tu étais la bibliothécaire mariée à l'une de mes employées. J'étais le patron marié à une femme qui ne travaillait pas à l'extérieur. Nos chemins se sont peut-être croisés lors de fêtes d'entreprise, mais nous ne nous serions jamais vraiment vus. Pensez-vous que tout cela soit une simple coïncidence? Que nous ne sommes ensemble que grâce à ce qu'ils nous ont fait? Est-ce important? Nous sommes ici, maintenant, en train de construire quelque chose ensemble. La raison pour laquelle nous avons commencé ne change rien à ce que nous créons. La famille de ma sœur est arrivée à 6 heures précises. David apporta des fleurs qu'il me tendit avec un sourire gêné. Mon neveu se mit aussitôt à explorer la maison, fasciné par tous les vieux meubles et les recoins cachés. Ma nièce est restée près de ma sœur, observant Robert avec curiosité. « C'est une belle maison », a dit ma sœur pendant que je leur faisais visiter. « Merci. » C'était chez la grand-mère de Robert. « On s'y sent comme à la maison », a dit David, et j'ai compris qu'il le faisait par compliment. Le dîner s'est mieux passé que prévu. Robert a été patient avec les questions et les histoires des enfants. Il a interrogé David sur son travail et a écouté attentivement ses réponses. Il a complimenté ma sœur pour son éducation et semblait sincère. « Depuis combien de temps êtes-vous ensemble ?» a demandé mon neveu pendant le dessert. « On s'est mariés il y a 3 semaines, ai-je dit. Mais depuis combien de temps êtes-vous ensemble ?» Robert et moi nous sommes regardés par-dessus la table. Nous savions que cette question finirait par se poser, mais nous n'avions pas préparé de réponse. Nous étions d'abord amis, dit prudemment Robert. Parfois, à l'âge adulte, on sait très vite si quelqu'un est fait pour nous. Comme un coup de foudre, quelque chose comme ça. Après le dîner, pendant que Robert et David étaient dehors à admirer le jardin, ma sœur m'a aidé à ranger la cuisine. Il est différent de ce à quoi je m'attendais, a-t-elle dit. Différent en quoi? Plus chaleureux, plus authentique. Je pensais qu'il était peut-être étouffant ou froid, mais en fait, il est plutôt gentil. Il est gentil, et il te regarde comme s'il tenait vraiment à toi. Il tient vraiment à moi. Est-ce que tu tiens à lui? Je réfléchissais à cette question en chargeant les assiettes dans le lave-vaisselle. Est-ce que je tenais à Robert? Oui, absolument. Plus que je ne l'avais imaginé en acceptant de l'épouser. Mais combien plus? Oui, ai-je dit. Je tiens beaucoup à lui. Bien. J'avais peur que tu fasses semblant, mais je vois bien que non. Ce soir-là, après le départ de ma famille, Robert et moi étions assis sur le canapé du salon. Il avait son bras autour de moi et j'étais blotti contre lui, détendue et heureuse. « Ça s'est bien passé, dit-il. Il t'aime bien. Je les aime bien aussi. Votre neveu me rappelle mon fils à cet âge. Curieux de tout, plein d'énergie. Vos enfants vous manquent-ils? Tous les jours. Mais ils finiront par changer d'avis. Une fois qu'ils verront que je suis heureux et que je ne cherche pas seulement à faire du mal à leur mère. Esto eureux? » Il resta silencieux un instant, la main caressant mes cheveux. « Oui, dit-il. Vraiment? Oui. Je crois que oui. Tu crois? Je suis heureux, mais c'est différent de ce à quoi je m'attendais. C'est plus calme, plus stable. Moins excitant, mais plus paisible. C'est bien ou mal? Je pense que c'est bien.
Je pense que j'avais peut-être plus besoin de calme que d'excitation. Nous étions assis là, confortablement silencieux, à écouter les bruits de la vieille maison qui s'installait autour de nous. Le réfrigérateur ronronnait dans la cuisine, le vent bruissait dans les arbres dehors, le léger tic-tac de l'horloge de parquet dans le couloir. « Puis-je vous dire quelque chose » dit Robert au bout d'un moment. « Bien sûr. Quand je t'ai demandé en mariage, je pensais que ce serait facile. Deux personnes pragmatiques prenant une décision pragmatique. Mais c'est plus compliqué que prévu. Comment ça? Parce que je commence à ressentir des choses que je n'avais pas prévues. Et je ne sais pas si c'est bien ou si ça va juste compliquer ce qu'on essaie de construire. » J'ai levé la tête pour le regarder. Quel genre de choses? Des choses protectrices. Des choses attentionnées. Des choses qui semblent dangereusement proches de l'amour. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Est-ce effrayant? Terrifiant? Effrayant ou pas? Je ne sais pas encore. Je me suis calé contre sa poitrine, repensant à ce qu'il avait dit. Je commençais à ressentir les mêmes choses dangereuses. L'envie de le faire sourire, la déception de ne pas être là à mon réveil, la sensation que ma journée était plus agréable à son retour du travail. Peut-être qu'on n'a pas à avoir peur, me disais-je. Peut-être qu'on peut simplement laisser les choses se faire et voir où ça nous mène. Sans attente? Sans attente. Mais que se passera-t-il si ça nous mène à quelque chose pour lequel nous ne sommes pas préparés? Alors on verra ensemble. Il resta silencieux un long moment, sa main caressant toujours mes cheveux. Je n'ai pas ressenti ça pour quelqu'un depuis que Sandra et moi étions jeunes, dit-il finalement. Est-ce bien ou mal? Je ne sais pas, mais je sais que je ne veux pas le perdre. Tu ne le perdras pas. Nous ne le perdrons pas. Comment en être sûr? Parce que nous ne sommes pas James et Sandra. Nous n'allons pas nous faire du mal comme ils nous ont fait du mal. Promis? Promis. Ce soir-là, quand Robert m'a raccompagné jusqu'à la porte de ma chambre, notre baiser de bonne nuit a duré plus longtemps que d'habitude. Quand nous nous sommes enfin séparés, nous sommes restés là, à nous regarder avec une pointe d'émerveillement. « Bonne nuit » a-t-il dit doucement. « Bonne nuit. » Mais en me préparant à aller me coucher, je me suis surpris à regretter qu'il ne m'ait pas demandé de rester. Pas forcément pour un simple plaisir physique, mais juste pour être près de moi, pour m'endormir aux côtés de quelqu'un qui se souciait de moi. Peut-être que demain soir je lui demanderai. Peut-être était-il temps de passer à l'étape suivante de ce que nous construisions ensemble. L'idée aurait dû m'effrayer, mais non. Pour la première fois depuis mon divorce, je me sentais prête à me montrer à nouveau vulnérable avec quelqu'un. Et si je devais l'être avec quelqu'un, j'étais contente que ce soit Robert. Le lendemain matin, à mon réveil, Robert était déjà parti. Il y avait un mot sur le comptoir de la cuisine indiquant qu'il était venu en ville pour rencontrer des clients et qu'il ne reviendrait pas avant le soir. J'étais étrangement déçu, comme si j'avais hâte de le voir au petit déjeuner. J'ai passé la journée à jardiner en repensant à la nuit précédente et au moment que nous avions partagé dans le couloir. Avais-je imaginé le lien que j'avais ressenti lorsqu'il m'a pris la main au dîner? Étais-je allé trop loin dans ce simple geste de gentillesse? Vers midi, mon téléphone a sonné. C'était James. Je fixais son nom sur l'écran, hésitant à répondre. Nous ne nous étions pas parlé depuis le soir où je lui avais annoncé ma demande de divorce. Que pouvait-il bien vouloir me dire maintenant? J'ai finalement répondu. « Bonjour James. J'ai entendu dire que vous vous étiez marié. » Sa voix était étrange, blessée, en colère et confuse à la fois. « Oui. À mon patron. » « Oui. » Il y eut un long silence. Je l'entendais respirer à l'autre bout du fil, cherchant probablement quoi dire. « Comment as-tu pu faire ça ?» demanda-t-il finalement. « Faire quoi? L'épouser. Passe à autre chose si vite. Fais comme si nos 8 années ensemble ne signifiaient rien pour toi. » La colère dans sa voix m'a surprise. C'était lui qui m'avait trompé, qui avait ruiné notre mariage pendant 3 mois passés à flirter avec Sandra. Comment osait-il m'en vouloir d'être passé à autre chose? Nos 8 années ensemble comptaient vraiment pour moi, dis-je. C'est pourquoi ça t'a fait si mal de les trahir. Mais épouser Robert Mills? De tous. Mon patron, le mari de la femme que j'étais. La femme que tu étais, James? La femme avec qui tu couchais? La femme que tu as préférée à moi? Ce n'était pas comme ça. Alors, c'était comment? Il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. J'ai fait une erreur, a-t-il finalement dit. C'était une terrible erreur. Mais ça ne veut pas dire que tu devrais gâcher ta vie en épousant quelqu'un que tu n'aimes pas. Qui a dit que je ne l'aimais pas? Et toi? La question m'a pris au dépourvu. Est-ce que j'aimais Robert?
Je tenais à lui, je le respectais, j'appréciais sa compagnie. Je me sentais en sécurité avec lui, je lui faisais confiance comme je ne ferais plus jamais confiance à James. C'était quoi cet amour? Ça ne te regarde plus, dis-je. Tu fais une erreur. Il se sert de toi pour se venger de Sandra et moi. Tu ne vois pas? Au revoir, James. J'ai raccroché avant qu'il puisse ajouter quoi que ce soit. Mais ces mots m'ont marqué toute la journée. Robert se servait-il de moi pour se venger de James et Sandra? Ce mariage n'était-il qu'une façon sophistiquée de se venger de ceux qui nous avaient fait du mal? Quand Robert est rentré ce soir-là, j'étais assis sur le porche à l'attendre. Il avait l'air fatigué par sa longue journée en ville, mais il a souri en me voyant. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté de moi sur la balancelle. James appeala. Son sourire s'effaça. Que voulait-il? Me dire que je faisais une erreur en t'épousant. Me suggérer que tu te servais de moi pour te venger de lui et de Sandra. Robert resta silencieux un instant, regardant le jardin où nous avions travaillé ensemble ce matin-là. Qu'en penses-tu? Demanda-t-il. Je ne sais pas. Et toi? Il se tourna vers moi, et son expression était plus sérieuse que je ne l'avais jamais vue. Quand je t'ai demandé en mariage, il y avait peut-être un peu de ça, dit-il lentement. Peut-être qu'une partie de moi aimait l'idée de montrer à James et Sandra qu'on pouvait aller de l'avant et être heureux sans eux. Mon cœur s'est serré. James avait donc raison. Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai épousé, continua Robert. Je t'ai épousé parce que je crois sincèrement que nous pouvons construire quelque chose de bien ensemble. Parce que je te respecte, j'apprécie ta compagnie et je pense que nous sommes compatibles sur tous les plans. Mais tu ne m'aimes pas. Je ne sais plus ce que signifie l'amour. Je croyais aimer Sandra, mais l'amour ne l'a pas empêché de me tromper. Tu croyais aimer James, mais l'amour ne l'a pas empêché de te tromper. Peut-être que ce que nous avons est mieux que l'amour. Ou peut-être s'agit-il simplement de peur déguisée en pragmatisme. Il y a réfléchi. Peut-être que oui. Est-ce que c'est mal pour autant? J'ai repensé à ces 2 dernières semaines de mariage, à la paix que j'avais ressentie dans cette maison, au réconfort d'avoir quelqu'un avec qui partager repas, conversations et soirées tranquilles. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Tu as des doutes? Moi en place. Nous étions assis en silence sur la balancelle du porche, tandis que le soleil se couchait derrière les arbres. C'était une belle soirée, chaude et paisible, le genre de soirée qui aurait dû être romantique. Mais j'étais confuse et incertaine. Puis-je te demander quelque chose? Ai-je dit? Bien sûr. Hier soir, au dîner, quand tu m'as pris la main, était-ce réel? Ou jouais-tu juste le rôle d'un mari? Il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il n'allait pas répondre. C'était réel, dit-il finalement. Je voulais te toucher, je voulais me sentir connecté à toi. Ça m'a surpris aussi. Bien, parce que ça me semblait réel. Où cela nous mène-t-il? Je ne sais pas. Mais peut-être n'avons-nous pas besoin de tout comprendre maintenant. Peut-être pourrions-nous simplement continuer à apprendre à nous connaître et voir ce qui se passe. Sans pression, sans attente, sans pression, sans attente. Ce soir-là, quand Robert m'a raccompagné jusqu'à ma chambre, nous sommes restés dans le couloir à nous regarder. Mais cette fois, au lieu de simplement me dire bonsoir, il s'est penché et m'a embrassé doucement sur les lèvres. Ce n'était ni passionné, ni désespéré, ni bouleversant. C'était doux, tendre et plein de possibilités. Lorsqu'il s'est éloigné, nous nous sommes regardés avec surprise, comme si nous avions tous deux découvert quelque chose d'inattendu. « Bonne nuit », a-t-il dit doucement. « Bonne nuit ». Je me suis couché plein d'espoir pour la première fois depuis le coup de fil de James. Robert et moi n'avions peut-être pas l'amour dont parlent les poètes, mais nous avions quelque chose de vrai, d'honnête et de grandissant. Peut-être que c'était suffisant pour construire une vie. La semaine suivante, nous avons adopté une routine encore plus confortable. Robert m'embrassait pour me dire bonne nuit à la porte de ma chambre, un doux baiser qui me donnait envie d'aller me coucher. Nous nous tenions la main devant la télévision, nous étions assis plus près l'un de l'autre au dîner, nous nous touchions par petits gestes tout au long de la journée. Ce n'était pas de l'amour passionné, mais c'était quelque chose qui nous appartenait, que nous construisions ensemble sans pression, sans attente, sans peur. Un soir, alors que nous faisions le ménage après le dîner, Robert m'a posé une question qui m'a surprise. « Veux-tu inviter ta sœur et sa famille à dîner ce week-end? J'aimerais mieux les connaître. » Sérieusement? Sérieusement. Ils sont importants pour toi, ce qui signifie qu'ils sont importants pour moi. J'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine, quelque chose qui aurait pu être le début de l'amour.
Pas l'amour désespéré et dévorant que j'avais ressenti pour James, mais quelque chose de plus calme, de plus stable et peut-être de plus durable. J'aimerais bien, dis-je. Bien. On cuisinera ensemble et on leur montrera à quoi ressemble notre vie. Notre vie. J'aime bien ça. Samedi matin, Robert et moi sommes allés en ville faire les courses pour le dîner avec la famille de ma sœur. C'était le genre d'activité de couple ordinaire que j'avais fait des centaines de fois avec James, mais avec Robert, c'était différent. Plus collaboratif, moins stressant. « Qu'est-ce que ton neveu aime manger ?» demanda Robert alors que nous étions au rayon des céréales. « Tout ce qui contient du sucre. » Mais ses parents essaient de limiter ça. Elle en essaie. Elle est plus difficile. Elle n'aime pas les aliments qui se touchent dans son assiette. Robert hocha la tête sérieusement, comme s'il prenait des notes pour une réunion d'affaires importante. On peut s'en contenter. Nous avons décidé de préparer du poulet parmesan avec des pâtes et de la salade, des plats qui pourraient être servis séparément pour ma nièce, assez simples pour que mon neveu les mange, et assez raffinés pour impressionner ma sœur et son mari. En faisant les courses ensemble, j'ai remarqué d'autres couples qui faisaient leurs courses. Certains semblaient stressés, se disputant à propos de marque ou de budget. D'autres semblaient s'ennuyer, reprenant machinalement une routine qu'ils avaient trop souvent répétée. Mais quelques-uns semblaient heureux, appréciant sincèrement la compagnie des autres, même en faisant quelque chose d'aussi banal que faire les courses. Je me demandais à quelle catégorie Robert et moi nous situions. On ne se disputait pas et on n'avait pas l'air de s'ennuyer, mais étions-nous heureux? Difficile parfois de distinguer le contentement du bonheur. « À quoi penses-tu » demanda Robert tandis qu'on chargeait les bagages dans la voiture. J'observais simplement les autres couples se demander quelle était leur histoire. Qu'en avez-vous conclu? La plupart des mariages sont probablement plus compliqués qu'ils n'y paraissent. Y compris le nôtre? Surtout le nôtre. Cet après-midi-là, nous avons cuisiné ensemble, travaillant côte à côte pour préparer le dîner pour 4 adultes et 2 enfants. Robert était méthodique et précis, suivant les recettes à la lettre. J'improvisais davantage, goûtant et ajustant au fur et à mesure. D'une certaine manière, nos styles se complétaient. « Tu es un bon cuisinier » dis-je en le regardant paner le poulet. « C'est ma grand-mère qui m'a appris. »